activer. Je viens d'activer l'enregistrement. L'idée est que ce webinaire soit interactif. Donc, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez vous exprimer. Donc, nous avons volontairement utilisé une version de cette application Zoom avec une zone de Q&A, question and answer, que vous devez trouver en bas de votre écran. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Au contraire, nous vous encourageons. L'idée de ce webinaire est d'être interactif et d'interagir tous ensemble. Donc, pendant les présentations ou après les présentations, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question dans le Q&A. Donc, par rapport aux présentations, si vous avez des problèmes techniques, utilisez le chat. Si vous avez des problèmes de son, ce qui arrive quelquefois avec Zoom, la meilleure solution est de quitter et redémarrer. Donc, nous avons prévu de faire des présentations de 20 minutes avec un temps de 10 minutes pour répondre aux questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Le but de ces webinaires n'est pas de remplacer les webinaires CDISC. Ce n'est pas une formation homologuée par le CDISC. Ça n'a pas été développé sous les CDISC Operating Procedure. C'est vraiment un webinaire très spécifique au GUF, au groupe des utilisateurs francophones du CDISC, pour interagir avec vous, notamment en français. L'idée n'est pas de reprendre les présentations qui ont déjà été faites par le CDISC. Vous avez pu voir sur le site du CDISC qu'il y a eu un certain nombre de webinaires, notamment l'Interchange en virtuel. Il y a eu un webinaire assez récent sur les nouveaux guidelines COVID-19. Donc, l'idée n'est pas de faire doublon, mais de vous expliquer les messages clés en français et justement de pouvoir aussi interagir ensemble, faire un partage d'expérience et collecter vos questions dessus. Voilà. Je tenais à vous présenter le groupe des utilisateurs francophones du CDISC si vous ne le connaissez pas encore. Voilà la photo la plus récente. Malheureusement, nous ne sommes pas tous sur cette photo, mais la grande majorité. En termes d'activité de ce groupe, nous avons donc le groupe LinkedIn où normalement vous devez tous être inscrits puisque vous avez eu le lien pour ce webinaire aujourd'hui. Nous avons aussi un lien sur le site wiki du CDISC. Alors, je vais essayer de… Voilà, je vais voir si ça marche. Ou pas. Attends, hop, voilà. Je l'avais ouvert normalement, mais… Donc, nous avons un lien, voilà, où nous avons toutes nos archives avec le bureau du CDISC, avec les différentes présentations qui ont pu être faites sur tous les événements organisés par le GUF. Et effectivement une présentation du bureau. Dans la présentation du bureau, vous pouvez voir notamment la liste des membres du bureau. Je reviens là. Et nous sommes aussi présents dans la newsletter trimestrielle faite par le CDISC. Il y a une section pour chacun des groupes locaux. Et notamment sur le premier trimestre 2020, il y a un encart sur le GUF, des utilisateurs francophones, et où vous pouvez voir, voilà, donc vous pouvez voir notamment que nous avons eu la chance d'accueillir de nouveaux membres au mois de janvier. Donc vous avez la liste ici. Nous avons réorganisé le bureau puisque Jérémy Mambrini, l'ancien président, est parti du bureau ayant changé de domaine de métier. Donc, j'ai la chance d'être la nouvelle présidente. Thierry Vlastic et Simon Lebeau sont les présidents et Michel Vandenberg et Wafa Gébert sont secrétaires. Voilà, avec la photo. Voilà ce que je voulais vous dire sur le groupe et vous avez ici la liste des membres. Donc, bien sûr, les slides seront disponibles après ce webinaire. Nous les mettrons justement sur les wiki. Donc, voici les 3 sujets aujourd'hui. Donc, nous allons d'abord avoir un résumé par Thierry Vlastic de ce qui a été dit au dernier Interchange Europe et les dernières informations disponibles, les informations générales pour le CDISC. Un point sur l'initiative CDISC 360 de Nicolas de Saint-Georges. Et pour finir, Asia et moi-même, nous vous présenterons un retour d'expérience sur la participation à l'écriture du guideline COVID-19. Je vais donc laisser la main à Pierre-Yves. Thierry, est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Alors, est-ce que vous voyez ma première page? C'est très bien. Merci Thierry. Ok, bonjour tout le monde. Merci Karen pour cette introduction. Donc, pour ceux qui me connaissent, puisque j'ai
j'ai 20 ans d'histoire Cdisc derrière moi. J'ai eu le plaisir de revenir dans la communauté Cdisc depuis cette année, depuis que j'ai pris ma retraite de Sanofi. Et donc, je me suis replongé dans les activités de Cdisc et j'ai eu la chance de participer, la chance ou la malchance, la chance de participer à la conférence de manière de la conférence européenne, et puis la malchance parce que c'était virtuel et que donc ça faisait 2 jours, 9h, 17h devant un écran, c'est moins agréable que la conférence normale. Donc, j'ai essayé de vous résumer les éléments que je pense sont les plus intéressants, sans insister trop ni sur les guidelines Covid-19 ni sur Cdisc 360 qui seront développés par mes collègues dans les prochaines présentations. Donc, je me suis concentré sur la présentation de Beth Leroy sur l'état des standards à l'heure actuelle, parce que je pense que pour les gens intéressés par les standards Cdisc, la partie la plus importante, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. Donc, je vais vous faire un tour d'horizon. J'ai sélectionné donc dans la présentation les présentations qui ont été faites au mois d'avril, quelques slides concernant donc le groupe Covid-19 dont nous parlera tout à l'heure Karen et Asia, et puis d'autres éléments qu'on va voir ensemble. Donc, première chose, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année passée, c'est-à-dire depuis la conférence d'Amsterdam? On voit que du point de vue des standards de base, les standards fondationnels, tout avance avec une nouvelle version de CEDAJ, du guide d'utilisateur de ADAM, la nouvelle version de SDTM, du guide d'implémentation SEND avec son codex, et puis de DefineXML. Et sur les axes thérapeutiques, nous avons 4 nouveaux standards qui ont été publiés, qui concernent la nutrition, l'angine, le cancer, et ça va me revenir, CEDAD, c'est c'est coronary artery disease, non? Non, c'est quelque chose qui… Bon, ça me reviendra. En tout cas, vous pouvez consulter ces standards, donc ils ont été publiés pendant l'année passée. Quelque chose de nouveau et d'assez important, ce sont tout ce qui concerne les QRS, donc les Questionnaire Ratings and Scale, qui suivent les règles de développement des standards normaux, qui sont postés comme cela pour 30 jours en revue publique et qui sont publiés par paquet plusieurs fois par an. Donc actuellement, il y a 3 paquets, si je ne m'abuse, qui sont disponibles pour consultation sur le site de Cdisc. Les règles de conformité, conformance rules, sont devenues extrêmement importantes avec en particulier l'adoption des standards Cdisc par les autorités de santé comme format obligatoire de soumission des données cliniques, que ce soit la FDA et PMDA. Et donc, pour avoir des règles qui soient universellement acceptées, Cdisc a été amené à non seulement développer les standards, mais à expliquer quelles sont les règles qui peuvent permettre de savoir si un standard est conforme ou non à sa définition. Donc, ces règles de conformance, on a déjà la 2e version pour ADAM, la 3e pour SEND, et pour le guide d'implémentation, on a eu les versions 3.3 et 3.4 qui ont été publiées et la version 2.1 de DefineXML. Cdisc est une organisation qui a beaucoup grossi ces dernières années. L'adoption dont je parlais avant, il y a 3 ans pour la FDA et PMDA des standards Cdisc a entraîné une croissance presque exponentielle des activités de Cdisc, et ça a impliqué aussi une réorganisation complète avec une nouvelle équipe de management, un board qui a été considérablement rafraîchi aussi, et bien évidemment le fait d'organiser le travail de ces centaines, voire milliers de volontaires et employés
à travers le monde a impliqué de mettre en place des principes d'organisation solides. Également, pour tout ce qui concerne les principes techniques, la complexité de ces disques a beaucoup augmenté. Et donc, tous ces guiding principles ont été développés avec la dernière partie qui est sans doute une des plus importantes, qui est l'harmonisation de tous ces principes et s'assurer de la concordance des standards entre eux. Donc aujourd'hui, la première chose donc, dont vont nous parler Karen et Assia tout à l'heure, c'est la réponse de Cdisc à la crise du Covid-19. Elle était annoncée lors de la réunion du 1er et 2 avril. Entre-temps, le guide a été publié le 21 avril, la première release du guide. Assia vous expliquera tout à l'heure quelle a été la mise en pratique de ces guides. Également des guidance qui concernaient qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des études qui sont impactées par la crise du Covid, puisque évidemment l'impossibilité de se déplacer, les règles de confinement ont impliqué des troubles assez importants dans le déroulement des essais cliniques, et Cdisc a travaillé donc sur des aides pour les gens qui sont dans ces situations, et puis aussi des ressources pour la recherche publique qui aujourd'hui évidemment est concentrée sur le développement de thérapie pour le Covid. Donc, à l'intérieur du guide du Covid, on va retrouver bien entendu tout ce qui concerne la virologie, les vaccins, le labo, les signes vitaux, tout ce qui concerne les troubles respiratoires, les événements cliniques et tout ce qui concerne également en particulier le travail des équipes d'urgence, etc. Donc ça, on verra dans la pratique avec Assia tout à l'heure. En ce qui concerne les standards fondationnels, donc j'ai fait un tour rapide. Donc il y a donc les règles de conformance dont je parlais, la version 2 de SDTM qui est en développement, le 3.1 pour SEND et 3.4 pour le guide d'implémentation SDTM, de nombreuses définitions de variables sur lesquelles on travaille aussi pour SDTM, les QRS dont j'ai parlé tout à l'heure et un supplément pour CEDAH concernant les SAE. Vous pouvez trouver toutes les informations en cliquant sur le lien où vous aurez la présentation qui sera mise à votre disposition sur le site comme d'habitude. Dans le cadre des développements de standards pour les axes thérapeutiques, donc vous voyez qu'il y en a 7 qui sont actuellement en développement. Sur le diabète, ce qui est un des premiers, mais qui a eu beaucoup de modifications, beaucoup d'ajouts et qui continue d'en avoir. Le morbus Crohn, tout ce qui est malfonction rénale, psoriasis, heart failure, la médecine traditionnelle chinoise et donc avec sa partie acupuncture et le cancer du pancréas. Alors, Cdisc a également développé je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le consulter, ce qu'on appelle une knowledge base, une base de connaissances qui permet à un utilisateur novice ou moins novice de s'y retrouver facilement dans la myriade d'informations qui sont contenues sur ce site. Donc, ça commence par travailler avec les équipes qui développent les standards pour coordonner leurs efforts et présenter les choses de manière homogène. Tout ce qui est comment je m'y retrouve dans le contenu qui est généré par Cdisc, où est-ce que je peux trouver les informations qui proviennent de la communauté des utilisateurs Cdisc, comme nous avec la communauté francophone, où est-ce que je vais trouver les questions-réponses, les forums qui concernent Cdisc, et puis tous les liens concernant des liens externes, que ce soit
des liens d'autorité de santé ou de partenaires académiques qui utilisent les standards CDISC. Donc, dans ce knowledge base, on a d'abord, dans une première phase, des articles. Et dans une deuxième phase, on va retrouver donc tout ce qui provient de la communauté, une collection d'exemples d'utilisation de CDISC, le CDISC Primer dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, qui est en fait un peu le CDISC pour les nuls, les questions, tout ce qui est forum, et puis la réponse, donc une foire aux questions qui concerne des problèmes connus et résolus qu'on peut avoir avec des standards CDISC. Donc, les articles techniques, ça se présente sous cette forme. Vous pouvez les lire en ligne ou les télécharger. Tout ce qui est des erreurs connues. Alors, une erreur connue, ça veut dire que soit ce sont des erreurs comme des fautes d'orthographe qui n'affectent pas la conformité, et donc c'est des choses que l'on corrige lors d'une nouvelle version, mais qu'on ne va pas modifier immédiatement. Certains problèmes qui, eux, affectent la conformité, à ce moment-là, on va trouver des workarounds pour travailler avec. Ou bien, ça arrive encore relativement souvent, ce sont des inconsistances à l'intérieur d'un standard. Ou bien, par exemple, des problèmes d'interprétation d'un même standard entre ce que CDISC voulait et ce qu'une agence réglementaire comprend ou propose comme manière de travailler. Ou bien encore des problèmes, des manques à l'intérieur d'un standard, des choses qui n'ont pas été couvertes. Donc, par exemple, vous avez ici une liste de ces known issues comme les patients qui participent à plusieurs études en même temps, des choses qui concernent les caractéristiques et le statut des patients, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez lire ceci sur le site de CDISC. Autre chose on va retrouver, c'est tout ce qui est produit par les groupes, des groupes de développement de CDISC, donc des gens qui sont des employés de CDISC et qui travaillent avec des volontaires qui développent les standards, et puis toutes les communautés donc, qui travaillent soit sur un axe thérapeutique, soit les communautés comme la nôtre, une communauté de langage, et qui produisent du contenu qui peut être intéressant pour l'ensemble de la communauté CDISC mondiale. On va retrouver là des questions qui sont postées publiquement et qui peuvent être donc auxquelles peut répondre chaque participant qui connaît une réponse. Donc c'est le principe du forum, sachant que derrière il y a un nettoyage qui est fait par des membres de l'équipe CDISC pour s'assurer qu'on a quand même un contrôle de qualité sur ce qui est posté sur le site de CDISC. Ensuite, des exemples d'utilisation. Donc, ça, c'est typiquement des gens qui ont utilisé les standards CDISC pour un but particulier et qui volontairement vont publier le mode de travail qu'ils ont développé et ça va enrichir cette base de connaissances, comme par exemple, au départ, il y avait plusieurs entreprises qui travaillaient sur le diabète, sur les problèmes rénaux liés au diabète et qui ont préparé une documentation de leur implémentation de ces standards et ça sera publié cette année. Donc ici, un exemple. Le prochain projet, c'est le CDASH ICRF Project. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien dans le concept, puisque je me rappelle que lors de la première réunion européenne de CDISC, qui était un peu une réunion de lancement à Dublin en 2003, on avait déjà des membres de la communauté qui avaient développé des CRF électroniques à partir d'ODM. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, aujourd'hui, on a
la technologie a beaucoup évolué, la manière de faire les choses a évolué, et donc il était nécessaire, à partir du standard CEDASH, de créer quelque chose qui permet automatiquement de développer un CRF électronique basé sur CEDASH. L'entreprise Formedix a mis à disposition un metadata repository qui peut être utilisé donc librement pour les membres du projet pour développer donc leur CRF électronique à partir de leur définition CEDASH. Donc, ceci dit, je pense que d'ailleurs Nicolas va nous en parler dans le cadre de sa présentation sur CEDISC 360, qui est la vision donc de CEDISC end-to-end depuis le CRF jusqu'à la soumission aux autorités. Bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus et on va passer au primer. Donc le CEDISC Implementation Primer, c'est le CEDISC pour les nuls. Pourquoi? Parce que CEDISC, c'est devenu extrêmement touffu et compliqué. Ça n'a jamais été très simple, mais ça l'était beaucoup plus quand on avait 2 standards et 50 personnes qui travaillaient dessus. Donc aujourd'hui, l'ancien CEDISC Primer, qui était un joli petit livret qui avait été préparé par Amanda de Montjoy, quand elle était responsable communication de CEDISC, ce livret, il est maintenant plus à jour, donc il est nécessaire de mettre en place une nouvelle version, une version interactive qui permettrait donc aux débutants ou aux gens qui viennent de backgrounds différents, industrie pharmaceutique, entreprise, université ou autorité réglementaire, de se plonger dans ces disques et d'y comprendre quelque chose. Donc, tout ça pour résoudre donc, les problèmes qui ont été rapportés par l'ensemble de la communauté, qui sont que la mise en œuvre des standards est complexe, il y a énormément d'informations à compiler pour la comprendre, il y a beaucoup de confusion en termes de comment on se conforme aux standards, et pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment pas facile de savoir où commencer. Donc, CEDISC a travaillé avec Fuse. Fuse, c'est un petit peu le groupe d'utilisateurs qui a été le plus impliqué depuis des années dans la mise en œuvre pratique. C'est au départ donc une communauté de développeurs SaaS qui travaille beaucoup donc sur les analyses statistiques et la programmation d'analyses statistiques. Et lors du Fuse 2018, il y avait eu une première mouture qui avait été produite pour optimiser l'utilisation des standards. Un groupe d'une vingtaine de volontaires a été créé et ils ont continué à développer ce primer. Et au départ, on a donc 4 sujets. Le premier, c'est comment démarrer avec CEDISC. Ensuite, le lien entre les différents standards CEDISC. Troisièmement, la traçabilité de mes données quand elles sont. Comment est-ce que je vais retrouver des données qui ont été collectées dans un CRF utilisant les standards CEDASH, qui ont ensuite été transférés en SDTM, puis analysés en utilisant le standard ADAM. Comment est-ce que je fais le lien entre tout ça? Et le dernier sujet, c'est comment est-ce que je me conforme aux règles pour être sûr que les données que je vais soumettre aux autorités réglementaires ou que je vais envoyer à mes partenaires en développement sont bien conformes aux standards. Donc, premier topic, donc je ne vais pas trop le commenter, je pense que le temps est en train de passer à une vitesse folle, donc je vous engage à aller voir ça sur le site de CEDISC, hein, où on vous expliquera de manière simple comment s'y retrouver, et puis vous pouvez évidemment nous faire parvenir vos commentaires ou bien les publier sur le forum de CEDISC. Je pense que j'ai tenu mes 20 minutes.
Et donc, ça nous laisse un petit peu de temps pour répondre à des questions. Où est-ce que je retrouve les questions? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas enregistré de questions, donc n'hésitez pas à mettre vos questions. Nous avons fait un test avec Simon pour savoir quand est-ce que se terminait la public review du SDTM 3.4. Et effectivement, Nicolas a répondu avec le lien qui indique pour l'instant la deadline au 1er juin. Donc, vous avez encore cette semaine pour faire des commentaires. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec le Q&A. A priori, on a testé, ça a l'air de marcher. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Pierre-Yves, à les poser maintenant. Ah. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le CEDAH ICRF Project? Bon, ben, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, une petite seconde. Donc, je pense que dans le CRF, donc tu me dis si je ne réponds pas à ta question, Véronique. Hein. Donc, le package de base, c'est un tableau Excel qui contient les métadonnées, des visualisations en PDF, un fichier ODM XML qui contient donc les définitions qui permettent de créer de manière dynamique le CRF électronique, et puis de la HTML et du XSL qui te permettent de le créer dans ton système informatique. Je pense que n'importe qui a déjà vu un CRF, cette slide lui apportera pas beaucoup plus. Est-ce que tu as une question plus précise? Parce que je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, je ne suis pas moi-même impliqué dans le projet. Je pense que l'idée vraiment, c'est d'utiliser les définitions CEDAH pour créer automatiquement, en utilisant ODM, un CRF électronique. Maintenant, comment est-ce que ça va? Normalement, ça devrait permettre, en utilisant différents types de logiciels, d'importer ces définitions directement dans le logiciel, que tu utilises Medidata ou d'autres logiciels de CRF électronique. Est-ce que ça répond à la question? Ok, merci. Très bien. D'autres questions? Peut-être je peux juste apporter moi un petit complément d'information. Oui. En fait, l'ODM est donc un fichier en XML qui contient ce qu'on appelle des tables, des tabulations, et qui vont permettre en fait d'organiser dans un document l'information en plusieurs niveaux en fait, sous plusieurs étages. On va pouvoir comparer ça, en fait, c'est beaucoup plus puissant qu'un fichier Excel qui n'a que 2 dimensions. Et là, on va pouvoir faire du multidimension et on va utiliser ce fichier ODM pour stocker le niveau visite qui s'appelle Study Event, qui va contenir des formulaires. Les formulaires vont contenir des items group et les items group vont contenir des items. Et donc, à partir de ce fichier XML, lorsqu'on applique ce qu'on appelle un template XSLT, à ce moment-là, ça va convertir votre page en PDF, en HTML, et un logiciel qui aura été conçu pour lire ce fichier HTML sera capable de récupérer toute l'information et de l'organiser dans les interfaces comme Medidata ou comme Oracle Clinical lorsqu'ils ont cette compatibilité ODM. Je vois qu'il y a une intervention de Joseph qui nous dit qu'en ce moment, on essaie d'utiliser le CEDIS Library pour créer du CEDAH ODM XML automatique et ça marche. Donc, on peut aussi se mettre en contact avec Joseph Hertz sur ce sujet.
D'autres questions? Ben, je crois il est 33, donc je pense que ma partie est terminée et je propose de laisser la parole à, Nicolas. Donc, merci. Ouais, tu peux arrêter le partage, Pierre-Yves. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à utiliser la section Q&A pour poser vos questions. On fera un point à la fin des différentes présentations. Nicolas, est-ce que je peux te demander? Oui, ça y est, nous te voyons. Merci. Ça y est. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Pardon. Est-ce que je peux te demander de partager ton écran? Oui. Ça marche. Alors. Je tiens à dire que nous avons dépassé la centaine de participants, donc merci beaucoup. Et je partage donc mon écran. Alors déjà, merci beaucoup Pierre-Yves. Moi, je vais m'empresser de regarder ce CD pour les nuls parce que je pense qu'il est bien fait. Et j'ai vu des jolis slides, des jolies choses qui peuvent peut-être… Oui, vous m'entendez mal Nicolas, peut-être. je me permets, on ne t'entend pas très bien. J'ai peur qu'il y ait un problème de bande passante. Alors peut-être que tu peux couper ta caméra. Et moi, je vais la couper aussi. Des fois, ça… Ouais, okay. ok. Tu as vu, on te fait un petit bonjour, mais ouais. il vaut mieux que tu coupes. Voilà, sans caméra, c'est mieux. Voilà, j'entends bien. Ouais. Ok, ok. Donc, je vais vous parler, moi, du retour de la journée. Enfin, c'était une demi-journée dédiée donc au projet Cdisc 360 qui a eu lieu le 28 avril dernier. Et j'emprunte des slides de Peter Van Russell qui chapeaute ce grand projet Cdisc et qui m'a permis de récupérer toutes ces slides. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le Cdisc 360? Donc en fait, bien sûr, hein, on a tous en tête ce schéma où on commence avec nos études précliniques. On va s'intéresser à la planification de notre étude avec le modèle PRM pour établir le protocole. Ensuite, on passe à la collecte avec CDASH. De CDASH, on passe à SDTM pour tabuler nos données dans SDTM. On va ensuite passer à l'analyse avec ADAM et on va pouvoir soumettre nos données. Donc ça, c'est la vision de départ end dont parlait Thierry tout à l'heure et qui est 160 de créer une espèce de dynamique pour partir des études. Alors on ne s'intéresse pas aux études précliniques pour l'instant, mais on s'intéresse au protocole jusqu'à la publication de rapports cliniques en passant par toutes les autres étapes. Alors, aujourd'hui, le constat, en fait, c'est que les stars dont on dispose, ils ont mérité d'exister. Ça, c'est déjà une première chose. 20 ans après, on l'applique de façon plus ou moins massive maintenant, mais en tout cas, on les utilise presque au quotidien dans nos vies professionnelles et on est capable assez rapidement de rencontrer des manques, des problèmes pour notamment lier les informations, les modèles les uns avec les autres lorsqu'on commence à parler de workflow. Donc le projet 360 va s'intéresser à démontrer une utilisation possible de ces standards à travers ces process logiques d'études cliniques pour créer une harmonisation entre les données et faire en sorte qu'on ne répète pas certaines opérations et on ne duplique pas toutes les opérations au fur et à mesure des différentes étapes de nos recherches. Alors l'idée, c'est vraiment de tester, de jouer un peu avec les modèles et surtout pas de fabriquer un produit industriel avec un vendeur de logiciels derrière. Aujourd'hui, qui participe au projet, donc on était assez surpris en fait de voir qu'effectivement au départ, il y avait 36 organisations 36 resources specified qui ont répondu à l'appel avec 20 organisations autour. Et en fait, aujourd'hui, on est à 107 resources specified
et 38 organisations, dont 20 biopharma, des CRO, des fournisseurs de solutions techniques, et on a la chance d'avoir la FDA qui participe aussi au projet CDISC 360 et qui regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Donc, pour vous donner une petite idée, voilà, vous avez une liste des entreprises principales qui participent au projet. On en a sans doute oublié, mais c'est quand même, je pense, le noyau dur des différentes équipes qui travaillent sur le projet CDISC 360. Alors, un des gros challenges, c'est vraiment la mise au point de ce qu'on appelle un biomedical concept. Alors, en fait, peut-être tout le monde ne connaît pas l'idée derrière. On va essayer, avec le projet 360, de définir de façon générique un modèle qui permet d'accrocher en fait un concept, ce qu'on appelle un concept, donc un paramètre clinique par exemple, comme ici l'hémoglobine glyquée par exemple, et on va accrocher à ce concept toutes les informations dont on va avoir besoin tout au long de la production de le protocole pour le cahier d'observation, pour SDTM, pour la tabulation, pour l'analyse des données, etc. Et on peut voir ici qu'on a effectivement de la contrôle terminologique qui apparaît, on a un certain nombre d'informations connexes qui vont nous permettre de définir de façon homogène, harmonieuse, un concept biomédical. L'idée étant ensuite d'utiliser ce qu'on appelle des triple stores. Donc vous avez peut-être entendu parler de cette notion-là. En fait, c'est ni plus ni moins que le fait de lier un élément avec un autre par une relation. Alors là, si on regarde par exemple le laboratory test catégorie au centre du tableau, il a un code qui s'appelle glucose métabolisme, par exemple. Et donc, c'est juste ça, le triple store. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que CDISC, dans sa librairie centrale, va stocker toutes les métadonnées sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une métadonnée qui est liée à une autre par une relation. Et c'est pour ça qu'on appelle cette base de données un triple store. On va avoir, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, la contrôle terminologique qui va être accrochée de façon totalement définie à chaque biomédical concept. Et ça, c'est une équipe particulière qui s'occupe de cette phase-là, en sachant que pour l'instant, ils n'utilisent qu'un outil de dessin qui s'appelle des CMAP, donc qui sont ces schémas-là que je vous présente, et qui permettent de spécifier un petit peu les différentes informations pour expliquer aux autres groupes qui travaillent ensuite comment stocker ces biomédical concepts. Et du coup, on a ici par exemple ce qu'on appelle les value level metadata qui regroupent toutes les unités de mesure, la notion de latéralité par rapport à l'examen, la position du patient, la date, la température, etc., etc. On est capable de stocker les valeurs normales. Tout va être accroché à notre biomédical concept. On va aussi la même chose pour toutes les opérations. On va partir de notre cahier d'observation et certaines métadonnées, certains items de nos cahiers vont devoir subir des transformations pour pouvoir être ensuite tabulés en SDTM, puis analysés sous ADAM. Donc on va stocker ces opérations de transformation aussi dans le biomédical concept. On va étendre cette notion à ce qu'on appelait les analyses concepts, c'est la même chose, mais côté ADAM. Donc on va accrocher un certain nombre de métadonnées les unes avec les autres pour pouvoir, de façon unique, définir une variable dans ADAM. Tout ça, en fait, ne forme qu'un seul ensemble
Donc c'est le challenge actuel, hein. On est en train de pas mal se bagarrer là-dessus, puisque on peut imaginer qu'une fois qu'on a nos biomedical concepts définis, pour chaque variable que l'on utilise dans nos études cliniques, et CEDISC prévoit une première liste, mais sous la même forme que la contrôle terminologie, on pourra mettre à jour cette liste de biomedical concepts au fur et à mesure et l'étendre, mais on doit pouvoir théoriquement en un seul clic, pratiquement choisir un thème de notre étude clinique depuis le protocole pour avoir tout le chemin Adam et faire nos rapports cliniques en quelques clics. C'est l'idée, hein. Alors, ensuite, Peter nous a montré un petit peu sa vision à lui, en fait, depuis le départ du projet. Donc, il y a un lien. Alors, je vous propose éventuellement d'aller voir un tout petit peu comment ça marche. Donc, je vais ouvrir la page en question. Oups, c'est pas celle-ci. Excusez-moi. Voilà. Je pense que vous voyez. Donc, c'est une présentation, c'est un PowerPoint sur Internet, hein, qui a été fait en partenariat avec Microsoft. Et l'idée, donc, c'est que vous vous baladez en fait dans une espèce d'application virtuelle. Donc, ça, c'est la vision du projet CEDISC 360. Et donc, on va arriver sur un site web qui sert de partage d'informations. On se log. Donc, tout est automatique, hein. Et puis ensuite, par défaut, donc on arrive sur cette première page qui vous demande de choisir l'aire thérapeutique de votre étude. Alors, on va choisir endocrine de mémoire. Il me semble que c'est celui-ci qu'il faut choisir. Voilà, et on continue. Et l'appli ensuite, sous forme de wizard, vous permet de choisir l'aire thérapeutique dans laquelle vous allez travailler. Il me semble que c'est le diabète de type 2, oui. Et vous continuez. Et ainsi de suite, en fait, le système va vous embarquer au fur et à mesure dans la définition, à partir d'un thérapeutique area, d'un certain nombre de variables dont vous allez avoir besoin. Et notamment, l'idée intéressante de ce projet, c'est que vous pouvez cliquer sur un certain nombre d'informations pour retrouver toute la documentation de ces disques par rapport aux guidelines dont on dispose et pouvoir ainsi travailler de façon quasiment automatique sans avoir à chercher plus que ça l'information. Tout est connecté dans l'outil. Et là, par exemple, vous pouvez regarder des analyses Adam faites sur la variable choisie dans l'aire thérapeutique qui va nous servir, par exemple, de endpoint pour notre étude. Voilà, donc je pense que je ne vais pas vous montrer beaucoup plus. L'application s'arrête là. C'est juste une illustration possible, hein, de ce que pourrait faire le CEDISC 360. Et maintenant, donc, on va plonger dans le projet lui-même depuis le départ, hein, depuis pratiquement 1 an et demi maintenant. Donc, on a divisé le travail en plusieurs groupes. Et il y a eu notamment 6 groupes qui ont travaillé. En fait, 5. Il y a un workstream 3 qui a sauté en cours de route, qui a fusionné avec le workstream 4, en fait. Grosso modo, donc, le premier groupe de travail va s'intéresser au CMAP, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour définir les biomedical concepts. Le groupe 2, lui, va transformer ces dessins, ces CMAP, en langage informatique pour les charger dans la librairie CEDISC centrale et pouvoir les rendre disponibles à tous les autres utilisateurs à travers ce qu'on appelle une API, qui est un environnement de partage. Alors, pour ceux qui ont regardé un peu la librairie, aujourd'hui, vous pouvez récupérer les données sous forme de fichiers JSON, ce qu'on appelle un JSON. L'idée étant ensuite, bien sûr, CEDISC publie ses modèles, mais un certain nombre d'informations, de métadonnées vont être uniquement applicables au niveau du sponsor de l'étude, en fait. Des choses spécifiques à votre étude, etc., qui ne sont pas contenues dans la librairie CEDISC pour l'instant et qui peut-être ne le seront jamais parce que non applicables. Donc, on va dupliquer, on va copier cette information de la librairie centrale dans
librairie locale de travail. Et à partir de là, on va, avec le groupe 4, définir donc les éléments dont on a besoin pour notre étude. À partir de cette librairie, on va piocher dans différentes métadonnées. Comme je vous l'ai montré, le groupe 5, en fait, ils vont récupérer ces informations organisées au niveau du groupe 4 pour pouvoir ensuite les charger dans les différents outils d'analyse dont ils disposent. On va en reparler tout à l'heure. Et le groupe 6, lui, va se charger d'exécuter les différents scripts pour produire le rapport clinique final avec toutes les tables, figure and listing dont on a besoin. Ok, je continue. Alors, je vais aller un petit peu plus vite là. Donc, grosso modo, on a aussi participé, certains d'entre nous ont participé au projet Transcelerate qui vient se greffer un petit peu sur le projet de CDISC 360 pour essayer de fédérer un outil pour créer un protocole capable d'exporter des données pour ensuite générer à la fois le cahier d'observation, générer les domaines SDTM, générer les define XML pour SDTM, etc., etc. Donc, on a travaillé aussi là-dessus un petit peu et je vous en parlerai un tout petit peu après. Alors, le projet s'est intéressé en particulier en fait au diabète, puisqu'il est bien documenté et il est aujourd'hui utilisé par plusieurs organisations qui travaillent au sein du groupe CDISC 360. Donc, on a pu récupérer un certain nombre d'informations, beaucoup d'expérience sur cette aire thérapeutique. Alors, qu'est-ce que tout ça a donné? Eh bien, on a commencé donc en octobre 2018 et aujourd'hui, en avril-mai déjà, eh bien, on a exécuté un certain nombre d'étapes déjà. On s'est réunis plusieurs fois, 2 interchanges déjà, dans lequel on a présenté l'évolution des projets. Et aujourd'hui, on arrive dans la dernière ligne droite avec un problème assez majeur puisqu'on n'a pas réussi encore à s'entendre sur cette notion de biomedical concept. Pour l'instant, ça coince. Alors, est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas pour l'instant? Et on nous a donc tous demandé de nous concentrer sur cette définition du biomedical concept pour que ça marche et qu'on puisse montrer quelque chose en décembre ou en octobre, novembre 2020, pardon. Voilà, alors ce biomedical concept, eh ben, on continue à travailler dessus. Hein. Un autre exemple là, avec la pression systolique, où vous allez peut-être reconnaître un certain nombre de concepts dont on a besoin. Et voilà, donc ce biomedical concept, il est vraiment central pour nous tous parce qu'à partir du moment où on aura cette entité définie correctement, on pourra rêver de cette automatisation dans le workflow de nos études cliniques et faire ce que Pierre-Yves tout à l'heure nous présentait, le end-to-end. Alors, on va même au-delà de CEDAH, puisque je vous dis avec le projet Transcelerate, on a même commencé à regarder du côté du protocole en fait. Donc on pourrait aller du protocole jusqu'à la soumission de nos données en passant par SDTM, ADAM, etc., etc. Et donc je vais vous montrer maintenant un tout petit exemple de ce qu'on a pu faire avec un projet qu'on a développé donc dans un site web. Et c'est donc le Study Designer. Donc là, je passe dans l'application. Donc, c'est une application web qui va nous permettre en fait de reprendre les idées présentées par Peter tout à l'heure et de concrètement essayer de voir ce qui ne marche pas. Donc, on a divisé l'application avec une première partie qui s'appelle la librairie, dans laquelle on va retrouver un certain nombre de métadonnées qui ont été stockées dans ce qu'on appelle une base de données graphique. Je vais vous présenter ça aussi tout de suite après. On va regarder ça après.
Donc là, vous avez une liste des objectifs, des activités, des assessments, des aires thérapeutiques, etc. On peut chercher en tapant des filtres et donc retrouver cette information. On peut également la télécharger sous plusieurs formats, donc ce qui est toujours intéressant puisqu'on récupère ces informations de la librairie centrale de ces disques. Et là, on les rend téléchargeables dans des versions comme du CSV, du Excel, du JSON, que vous voulez. Une version graphique de cette information. Alors, ça va venir. Parfois, c'est un peu lent. Eh bien, je ne pourrai pas vous présenter ça aujourd'hui. Donc, on va pouvoir définir comme ça les objectifs, les endpoints, les activities and assessment, on peut en ajouter, etc. Et tout ça va faire partie de la librairie centrale. D'accord ? On va pouvoir gérer le versionning des métadonnées avec un suivi des changements, etc., comme dans une étude clinique, mais pour des métadonnées. Une fois que vous avez rempli votre librairie, vous allez pouvoir aller au niveau d'une étude et donc soit définir une nouvelle étude, soit, là je vais en prendre une qui existe déjà, et pouvoir vous montrer un peu ce qui est puis. Cliquez sur les et elle est accrochée à une étude complètement fictive, hein, mais on peut retrouver un certain nombre de paramètres, donc le titre, le numéro d'enregistrement au niveau du formation-là, sont importantes pour la partie protocole en fait. On va trouver la phase. Alors, toutes ces données-là, par contre, elles sont liées directement avec la terminologie contrôlée de ces disques. D'accord ? Dans la partie aire thérapeutique, là aussi, on peut gérer la phase, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va pouvoir choisir une aire thérapeutique, par exemple en oncologie, et automatiquement, le système va vous chercher dans la terminologie contrôlée de ces disques les différentes possibilités que vous avez. Et je peux ajouter donc un cancer colorectal, et cette information est ensuite automatiquement liée. Alors derrière, comme j'utilise en fait, on utilise une base de données graphique. Là, je repasse sur un mode un peu différent. Donc, c'est cette base Neo4j qui permet de lier des données les unes avec les autres par le biais de relations. Donc, chaque petite bille bleue là ou de couleur représente un nœud, ce qu'on appelle un nœud en mode graphe, et vous avez une relation entre les deux. Et là, on peut voir effectivement que notre étude C10 360-2 a un certain nombre de métadonnées autour, mais elle partage aussi, par exemple, le nœud diabète qu'on a ici avec d'autres études, une étude pour DDF, par exemple, une étude C10 360 première version, etc., etc. Et donc là, on voit très vite qu'on n'a pas de répétition dans l'information. On ne duplique pas les données, on va juste les lier les unes avec les autres. Et c'est ce qui nous permet d'envisager, dès qu'on aura cette notion de biomédical concept totalement fédéré, de dire, on cliquera sur l'aire thérapeutique qui sera accrochée à tout un ensemble de métadonnées et on aura automatiquement les mappings vers SDTM, vers ADAM pour produire les TFL en sortie. Alors, du coup, on peut aller voir ensuite la partie design, où on va avoir notamment tout ce qui est les trial design avec les armes, les éléments, les époques, les visites, etc. On va pouvoir définir tout ça pour ensuite organiser notre étude de façon plus concrète, choisir nos objectifs, nos endpoints, pour pouvoir les mettre dans notre étude comme on l'a fait tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on était au niveau de la librairie, d'accord ? Et là, on redescend au niveau de notre étude. Donc, on va accrocher toutes ces informations dans notre étude. Ce qui nous permettra ensuite de générer un schedule of assessment comme on le trouve dans les protocoles cliniques correctement organisés aujourd'hui, avec les activités d'un côté et les assessments de l'autre, et la date à laquelle cet assessment devra être collecté dans notre flowchart. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va aller dans le build et maintenant, donc, on va commencer à envisager l'extraction des données. Donc, on va pouvoir regarder, par exemple,
ce que ça donne au niveau du Study Data Standardization Plan, où là, on va pouvoir copier-coller des informations directement. On va pouvoir aussi regarder le Common Protocol Template de Translate, qui lui va vous permettre aussi de commencer à définir d'imprimer automatiquement cette information. Ensuite, on a aussi la possibilité, on en a parlé tout à l'heure, de fabriquer un ODM. Je suis désolé, j'ai une connexion qui est très, très mauvaise, je crois. J'espère que ça va quand même. J'attends l'affichage. Quand tu parles lentement, on arrive à suivre. Quand je parle lentement, vous suivez. Ok, pardon alors. Donc voilà, là on a la possibilité par exemple d'afficher l'arbre ODM avec nos données cliniques telles qu'elles ont été demandées, avec des métadonnées qu'on peut afficher. Tout ça vient de la base Neo4j, hein, là encore. On va pouvoir regarder le SDTM de la même façon, qui va lui aussi avoir un certain nombre de métadonnées. On peut toutes les regarder. Par exemple, je ne sais pas, la race. Et là, vous avez effectivement le code list qui est accroché. Et enfin, alors, autre outil intéressant, c'est la partie define ici, que l'on va pouvoir générer là aussi automatiquement à partir des données qu'on a choisies. Donc, il va reprendre les standards qui sont utilisés pour notre étude dans la bonne version, puisqu'ils sont liés sous forme de relation dans le modèle Neo4j Graph. On va retrouver toutes nos tables SDTM avec les différentes métadonnées dont on a besoin. Et puis, on va retrouver pour chaque domaine les variables qui sont accrochées. Tout ça est entièrement dynamique. Donc, si vous changez quelque chose au niveau de votre étude dans les menus Define, Design, Select, automatiquement, tout ça vient se mettre à jour tout seul. Et autre avantage important de l'outil, on va pouvoir aussi le télécharger en XML et du coup l'intégrer dans notre soumission. Dernier outil de la partie build, c'est un work in progress, hein, mais l'idée c'est de vous afficher d'un côté en fait l'arbre ODM avec les différentes informations. Par exemple, dans les vital signs, on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher la systolic blood pressure ici et de regarder au niveau SDTM comment vont mapper ces informations. Et du coup, là, on peut voir qu'effectivement, cette systolic blood pressure va être intéressante au niveau du VS test code, du VS test, du VS-ORS et du VS-ORS-U. Et on a prévu dans le développement de l'outil d'avoir cette facilité pour pouvoir lister les informations. Et enfin, donc dans la partie liste, eh bien là, on va retrouver en fait une possibilité d'extraction pour notre étude de toutes les métadonnées dont on a parlé jusqu'ici, sous forme de table organisée, etc. Et réinjectable dans tout un tas d'autres outils externes à cette application centrale. Voilà, je reprends maintenant la présentation de PowerPoint, si vous voulez bien. Et j'essaye de terminer parce que je vois que ça tourne pas mal. Alors, le groupe 6 a, lui, travaillé, donc, comme je vous le disais, sur la récupération de toutes ces métadonnées pour les injecter notamment dans SAS et fabriquer un certain nombre de TFL, donc en sortie, et pouvoir avec alors c'est un programme qui a été développé dans du... Ah, j'ai un trou de mémoire. Je vous redonnerai ça dans le chat tout à l'heure, je suis désolé. En tout cas, c'est un petit programme qui a été développé par le groupe 6 et qui permet de générer du code SAS ou du XML et de l'injecter automatiquement dans SAS pour pouvoir récupérer dynamiquement les données du Study Designer que je viens de vous montrer pour pouvoir fabriquer vos analyses de façon quasi automatique là aussi. Voilà. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste à voir sur les quelques mois qui restent? Eh bien, donc, je vous l'ai dit, on a encore des problèmes avec
Alors, principalement, c'est les biomedical concepts là, qui nous manquent. Donc, il faut absolument qu'on arrive à finaliser ce point-là. Et ensuite, on pourra enrichir les différents standards qui vont bénéficier de cette nouvelle définition d'informations pour créer de la cohérence entre les différents modèles existants actuellement. Et je pense qu'on a à peu près tout vu. Il y a un certain nombre de choses à faire encore, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, je pense j'ai terminé pour aujourd'hui et j'attends vos questions si vous en avez. Je n'en ai pas vu au fur et à mesure. Il y en a, il y en a. Il y a des questions. Alors, il y a une question de M. Mostaguer en Suisse. Il dit que c'est une approche typiquement RDF-like. Y a-t-il une chance que cela devienne le corps structurel de ces disques à long terme? on espère. Alors en fait, aujourd'hui, effectivement, la base de la librairie, c'est une base Triple Store qui est gérée par la société Neurocore. Et donc, à terme, on aimerait quand même, on a pu voir à travers ce projet, en fait, la puissance du modèle graph pour justement gérer des méthodes comme celles de nos études et de nos modèles, que cette base Triple Store soit utilisée par tous. Mais il faut la rendre plus agréable à utiliser sans doute, je pense. J'espère avoir répondu à ta question. Il y a une autre question. Est-ce que le nombre de biomedical concepts nécessaires a-t-il été quantifié ou estimé pour que ça fonctionne? Absolument pas. Absolument pas. On est parti sur une base très 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 petite de biomedical concept et on s'arrache déjà les cheveux en fait. Donc on n'a même pas essayé d'évaluer des choses diamétralement opposées, quoi. Donc ça fait partie des goulots d'étranglement du biomedical concept actuellement. Très bien. Moi, j'ai deux questions. Alors, tu as montré à la fin les TLF. Je suppose que ça doit partir des métadatas de Adam parce que ça faisait pas partie de la démo. Et ma question, est-ce que non, il y a une étape intermédiaire entre les deux. Oui. Ils ont une étape intermédiaire. Oui. D'accord, oui. Et donc, je voulais savoir, est-ce que Cdisc va proposer dans le futur des templates pour les TLF? C'est possible, oui. Ça fait partie de la réflexion actuelle, oui. D'accord. Et ma deuxième question, c'est par rapport à le projet CDASH, c'est ICRF, et ce que tu viens de montrer. J'ai l'impression que c'est la même chose. Vous avez créé des métadatas en ODM et ça pourrait permettre à la création de CRF. Donc, c'est quoi la différence entre cette partie dans ton projet et la partie CDASH ICRF? Alors, en fait, le CDASH, il est effectivement dans notre... on voit ici, il existe, mais on voit aussi qu'il y a SDTM-IG 3.2, puis on a l'électroterminologie qui est ici en version 2019, on a une autre ici en 2019 et quelques, je n'arrive pas à voir, mais peu importe. Donc on a comme un système qui va nous permettre de créer de la cohérence, de la liaison entre les données. Donc on stocke à peu près tout ce qui existe au niveau de ces disques, on rajoute des informations spécifiques à nos études, et à l'issue de ça, eh bien, on va pouvoir créer des automatismes pour passer d'un modèle à l'autre sans avoir à effectuer des mappings compliqués. Donc on est vraiment, je pense qu'on a besoin de tous les modèles de ces disques actuellement, même si on a le biomedical concept au-dessus de tout ça, il va justement servir à fédérer les modèles actuels pour n'en faire qu'un seul, quoi. Mais on aura besoin de tous les modèles. Et CDASH va pas... Ouais, on s'en sert déjà, en fait. Donc l'ODM dont on parlait tout à l'heure dans le Study Designer, il est construit sous la forme de l'ODM à partir de données issues de CDASH.
J'espère avoir répondu aux 2 questions. Oui, merci. Nicolas, moi j'ai une question, enfin j'en ai 2 aussi d'ailleurs. La première, c'est tu dis que la notion de biomedical concept, c'est compliqué pour se mettre d'accord. Donc pour moi, derrière la notion de biomedical concept, il y a d'abord un élément, je dirais, assez simple, c'est la notion de traçabilité. Donc voilà, où tu as une variable en CEDAGE qui est transformée en SDTM et qui est liée avec celle de Adam, avec la contrôle terminologique qui va bien, d'accord? Donc ça, je dirais que bon, quelque part, il n'y a pas forcément de polémique là-dessus. Par contre, effectivement, après, c'est de relier ces informations entre elles, et là, ça devient subjectif sur quel biomedical concept ça appartient. Et je voudrais savoir justement, c'est quoi aujourd'hui les freins, le fait que ce soit compliqué de se mettre d'accord. C'est plus sur le concept en soi de comment il faut diviser ces biomedical concepts, le niveau de granularité, le fait que oui, ça c'est un peu sur cette pathologie, mais finalement un peu sur l'autre. Quels sont les freins essentiels? Alors, il y a une complexité qui est quand même liée aux données cliniques avec lesquelles on travaille. Déjà, on n'est pas tous d'accord, hein. Il y a des laboratoires pharmaceutiques qui ne partagent pas forcément les mêmes notions, hein. Ne serait-ce que sur l'hémoglobine glyquée, déjà, juste le nom de cette variable. Vous avez, je crois, on a fait un petit tour, on a plus de 12 définitions différentes de noms de variables, hein, différentes. Donc déjà, juste ce point-là, ça rend l'opération assez compliquée. Et ensuite, le frein principal, en fait, actuellement, c'est que dessiner le CMAP, là, le petit graphique avec nos différentes métadonnées, les lier entre elles, c'est assez simple sur des sujets faciles, peut-être comme l'hémoglobine glyquée ou comme la pression artérielle. Après, il y a effectivement, là aussi, il faut garder ce côté générique pour permettre d'englober toutes les notions cliniques dont on a besoin dans cette espèce de modèle générique. Et là aussi, on est confronté à des choses qui rendent la modélisation compliquée. Et après, il y a un troisième problème, c'est que le transfert d'informations de groupe en groupe ne se fait pas très bien, en fait, actuellement. Donc pendant 1 an et demi, tout le monde a cherché un peu dans son coin en se disant je partagerai quand on me le demandera, et quand on a demandé à ce que ce soit partagé, on s'est rendu compte qu'on avait tous travaillé dans des directions un peu différentes. Donc là, on est un peu coincé en fait. Ok, merci. Et ma deuxième question, c'est par rapport à ce que tu nous as montré sur l'application Study Designer 360. Oui. Est-ce que c'est une application qui sera disponible à tous? Est-ce que c'est juste développé dans le cadre du projet 360? Est-ce que voilà, ça va être dispo en fonction du niveau d'adhérence au C10, si c'est Gold ou Premium, ou est-ce que c'est prêté par une société? Comment ça va se passer? Alors, pour l'instant, c'est un développement propre au groupe 4 donc, du projet 360, mais c'est plus ou moins en open source. Le code est disponible alors sur un répertoire privé actuellement, mais il est possible effectivement qu'il soit mis en public, en sachant qu'actuellement l'application va être ouverte, mais c'est juste une proof of concept. C'est pas il faut pas travailler avec encore, pas du tout même, hein. Il y a encore plein de choses qui vont pas. On a encore beaucoup de travail sur le modèle sous-jacent, la base de données graphique. Donc, mais peut-être qu'à terme, effectivement, ça va dépendre un peu de l'évolution jusqu'à la fin du projet. On verra ce que ça peut donner, quoi. Parce que pour être vraiment pratique, je pense que voilà, cette vision end-to-end, on la voudrait tous, et c'est vraiment pertinent. Voilà, il y a un certain nombre de sociétés qui développent ce genre de study designer ou protocole designer, ou en fait, ou dans le cadre de sociétés qui développent des metadata repository, maintenant implémentent une partie protocole designer. Donc voilà, donc c'est pour savoir quel est le positionnement de ces disques par rapport à ça. Oui, c'est pas. Pour l'instant, on a encore besoin de réfléchir.
Mais ça fait partie de l'idée. Hein. Ça fait partie de D'accord. l'idée, mais il faudrait vraiment finaliser le produit, quoi. D'accord. Pour l'instant, Ok. c'est un proof of concept. D'accord. Je crois qu'on a une autre question, justement, qui est un peu liée. Donc, Nathalie Moreau-Tianosi, comment envisagez-vous de travailler en collaboration avec Transcelerate? Donc, j'imagine notamment la stream Digital Data Flow, mais ou autre de manière plus générale. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, Nicolas, si tu n'as pas entendu, tu peux regarder la question dans le Q&A. Ouais. Comment envisagez-vous de travailler en collaboration? Alors, eh bien, en fait, pour l'instant, on a. Alors là, le groupe 4 aussi a travaillé en parallèle donc sur le projet 360 et aussi sur le projet Transcelerate, notamment en fait ma société X-Clinical avec laquelle je travaille. On a répondu à l'appel d'offres de Transcelerate. Hein, on a soumis un projet qui utilise en fait la librairie centrale de ces disques comme source principale d'information, ce qui n'est pas une exigence du projet. Donc, on a essayé en fait à travers notre réponse de lier ces disques avec Transcelerate. Donc maintenant, on attend le verdict. Hein, c'était un hackathon qui doit tomber. Là, les résultats doivent tomber d'ici la fin du mois de mai, début juin. Donc, on verra si notre proposition a été retenue. À ce moment-là, on pourra en discuter un peu plus. Mais l'idée, c'est vraiment que ces disques et Transcelerate s'alignent, ce qui n'est pas forcément évident pour l'instant. Juste pour compléter, pour avoir participé au début en fait de la stream Digital Data Flow dans Transcelerate, Peter Van Rossel était invité régulièrement. Donc il y a eu effectivement des interactions, c'était plus dans le sens où le groupe Digital Data Flow Transcelerate s'est inspiré de ce qui était fait dans le cadre de 360 pour pouvoir coller à ce travail, mais en voulant aussi être un peu indépendant de ces disques, puisque la stream Digital Data Flow peut s'appliquer à d'autres types de données que celles de ces disques en fait. Ça peut être voilà, des standards type HL7, OMOP ou autre. Mais il y a eu quand même une très grande interaction et Peter Van Rossel était extrêmement impliqué avec Transcelerate. D'accord. Parce que c'est vrai que c'était, moi, pour avoir parcouru longuement les spécifications du projet, à aucun endroit il n'était fait mention de ces disques d'une librairie centrale ou quoi que ce soit. Donc c'était voilà. C'était volontaire. Volontaire. Ok. Ouais, tout à fait. Ok. Je ne vois plus d'autres questions. Non. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nicolas. Et alors, à bientôt. Merci. Tu restes en ligne au cas où il y aura des questions ouais. à la fin du coup. Très bien. Est-ce que tu peux arrêter le partage? Merci. Alors, donc, je vais essayer de remettre ma vidéo. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Donc, la troisième présentation, donc nous voulions avec Asia vous présenter notre retour d'expérience par rapport au nouveau guideline développé par CEDISC Covid-19. Donc, comme vous avez pu le voir, je pense que je vais retourner sur le site du CEDISC. Si vous n'avez pas vu sur le site du CEDISC le bandeau rouge ici, c'est donc les nouveautés très récentes à propos du Covid-19. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'historique pour vous expliquer les délivrables que vous pouvez trouver en bas de cette page. Donc, voilà. Donc, vous avez le lien ici vers le document et nous allons aussi, on vous a également mis le lien vers la contrôle terminologie, le package 41A qui vient d'être, qui a été relisé le 8 mai. Vous avez le lien qui est propre au Covid-19.
Donc, je laisserai Assia se présenter tout à l'heure. Donc, nous sommes toutes les deux membres de la société Sanofi. Donc, moi, pour me présenter, je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Clinical Information Governance, qui gère la data governance des données patients. Et récemment, j'ai également un nouveau rôle de programme leader d'un projet qui s'appelle Clinical Data Foundation au sein de Sanofi. Et je suis donc présidente du GUF. Alors, voilà l'historique, avant de vous montrer les documents. Au vu de la situation mondiale sur le Covid-19, le CDISC a tout de suite identifié un besoin par rapport aux études à mettre en place en urgence pour pouvoir tester soit des médicaments existants ou des médicaments en phase de recherche pour soulager les symptômes du Covid-19 ou prévenir des décès. Donc, effectivement, tous les laboratoires se sont mobilisés par l'ensemble de la communauté internationale. Donc, tout de suite, le CDISC s'est dit qu'il faut aider la communauté internationale en leur proposant des standards pour mettre en place ces études. Donc, le CDISC a contacté, a voulu mettre en place une task force en mars et a contacté finalement les membres avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler, donc que ce soit des membres de l'industrie pharma, des académiques, des réglementaires, et ont aussi libéré du temps à des membres du CDISC pour pouvoir mettre en production justement un guideline à ce propos. Donc c'est Peter Van Rutsel en fait qui notamment moi qui m'a contacté personnellement pour me demander si Sanofi voulait faire partie de cette task force. Et nous avons répondu présent, bien évidemment. Donc, au départ, c'était uniquement ça, c'est-à-dire juste un document pour lancer les nouvelles études Covid-19. Et puis, en discutant, nous avons tous partagé d'autres besoins, notamment un gros problème que nous avons identifié sur nos données, c'est les autres essais cliniques en cours sur les autres produits, et d'ailleurs rien à voir, ont été évidemment touchés par la pandémie, puisque certains patients, par exemple, étaient en confinement, donc n'ont pas pu faire certaines visites. N'ont pas pu avoir certains examens. Leurs examens ont été repoussés parce que les hôpitaux où ils devaient les faire étaient en urgence réquisitionnés pour gérer les patients atteints de Covid, etc. etc. Il y a eu aussi des besoins identifiés pour fournir des ressources pour l'ensemble de la communauté, on va dire, de chercheurs. Et de fournir en fait des formes à noter et des mappings correspondants. Un certain nombre aussi de questions sur le National Early Warning Scale 2. Et puis, bien sûr, développer une contrôle terminologie spécifique pour le Covid-19. Donc, ça, c'était en mars 2020. Donc, nous avons donc le groupe a été consulté très vite, en moins d'une semaine, avec des réunions régulières. Donc le premier sujet était donc de faire le guideline pour les nouvelles études spécialisées pour tester des médicaments dans le cadre d'indication Covid-19. En fait. Donc Pierre vous a déjà montré l'ensemble des catégories, des domaines qui ont été discutés. Donc, mon objectif aujourd'hui n'est pas d'aller dans le détail. Vous pouvez aller voir l'Interim User Guide sur le site du CDISC avec le lien qu'on vous a fourni, qui est très, très bien documenté. C'est juste pour vous montrer la liste des sujets qui ont été abordés. Nous, l'objectif de notre présentation, et c'est Assia qui va vous en parler, est plus de vous expliquer le retour d'expérience qu'on a pu en faire, nous, chez Sanofi, et pouvoir partager avec vous et potentiellement répondre à vos questions par rapport à ça. Donc, en plus de ce premier document qui était l'objectif initial, comme je vous le disais, il y a eu un deuxième document qui a été justement comment gérer dans les études en cours, qui n'ont a priori rien à voir avec le Covid-19, un certain nombre de points, des données qui ont pu être affectées, soit par le fait qu'il y ait des données manquantes, des déviations, par exemple la visite n'a pas été faite, que le patient n'est pas là, comment gérer ça, visite manquante, des déviations du fait que le patient n'a pas pu se déplacer, aussi si le patient a eu le Covid-19 pendant l'étude, comment gérer ça au niveau des AE, etc., etc.
Donc, tous les cas, toutes les parties prenantes de cette task force ont amené des exemples en disant, bah voilà, moi j'ai ce cas-là dans mes études, comment on gère ça? Donc ensuite, voilà, pour les études en cours, ça n'a pas été simple. Ce qui était intéressant, c'est de discuter comment on pouvait implémenter ça dans les études en cours, sachant que plusieurs approches sont possibles. Donc honnêtement, il n'y a pas eu de consensus par rapport à ça, mais une discussion intéressante sur le fait que, encore une fois, plusieurs approches sont possibles. Et puis, au vu en plus de la situation de crise, après, du moment que ce soit bien documenté avec un rationnel lors de soumission, par exemple, aux autorités de santé, voilà, il n'y a pas une recommandation particulière. Notamment parce que par exemple, là, chez Sanofi, en ce moment, on a une centaine d'études en cours. Il n'est pas possible de mettre à jour la centaine de CRF dans l'EDC pour les études en cours de manière simple. En termes de migration, c'est juste extrêmement volumineux. Donc, la question s'est posée. Est-ce qu'on fait une forme de commentaire à part? Est-ce qu'on met éventuellement dans des champs de texte des explications en mettant le keyword COVID-19? Est-ce qu'on fait une documentation complètement à part du CRF? Voilà, donc c'est des approches qui se valent et encore une fois, il n'y a pas de recommandation l'une plus que l'autre. Donc chacun choisit comment il veut implémenter comment il veut choisir de documenter dans son CRF le fait que le patient a eu le COVID-19 ou a eu des examens manquants, etc. Et donc, au niveau de l'impact sur les données, notamment sur les SDTM, donc voilà, a été discuté de pouvoir éventuellement coller des choses à des variables SDTM standards existantes ou d'utiliser des non-standard variables, d'utiliser des custom domains ou éventuellement de mettre des flags sur des enregistrements dans les SDTM en utilisant des indicateurs de non-standard variables. Donc, encore une fois, c'est plusieurs approches possibles à voir en fonction de comment sont construites, je dirais, les études. Pour la partie ressources pour la recherche, là, je ne vais pas inciter, c'est assez classique. Vous avez pu voir, alors j'essaie de rebasculer sur les autres. Voilà, donc ce qui est disponible, voilà, c'est ici un fichier Excel avec plusieurs sheets par sujet, en fait, avec un mapping assez habituel qu'on connaît quand on travaille sur le sujet, et les formes annotées correspondantes. Voilà. Donc, ce qui a été fourni, c'est 12 formes annotées avec plus de 950 variables, les concepts mappés pour justement permettre de faciliter la production des tables SDTM pour pouvoir pooler les données et justement pouvoir faciliter l'échange de données entre l'industrie pharma, les groupes académiques, toute la recherche en fait sur le sujet. Voilà. Donc, voici les membres de la task force. Vous voyez ici les différentes entités qui ont pu participer. Et donc, ce groupe, cette task force a duré un tout petit peu plus de 3 semaines. Et donc, en 3 semaines, vous avez pu voir donc ces trois packages en fait qui ont été délivrés. Pardon, excusez-moi, c'est pas la bonne page. Désolée. Hop, voilà. Le Interim User Guide, la guidance pour les études en cours et justement ce que je vous disais, les ressources sur Public Health, donc il y a un fichier Excel et le fichier PDF du CRF annoté. Voilà, je vais passer la main à Asia qui va vous parler de l'implémentation chez Sanofi et de notre retour d'expérience sur le sujet. Vous m'entendez? Oui. Ok, alors je me mets sur la bonne slide. Je te laisse partager ton écran. Hop. Par contre, on ne te voit pas, Asia. Je ne sais pas si… je vais allumer. Alors, où est-ce que je suis?
Alors, on voit ton écran et on te voit. Parfait, merci. Oui. Ok, s'il y a des soucis de son, vous me dites et je couperai la caméra. Ok. Bonjour à tous, donc je suis Assia Bouadouza, je suis en charge des SDTM et de la contrôle terminologie chez Sanofi. Donc comme l'a dit Karen, moi je vais plutôt vous parler de l'impact qu'a eu ces guidelines directement sur nos études. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire une petite parenthèse pour partager mon expérience avec vous en tant que membre de la task force. Donc, comme l'a dit Karen, on a été contacté début mars par Peter Van Russell pour nous demander de joindre ce petit working group pour délivrer, suite à la guidance FDA, un support pour aider voilà, les études en cours, l'impact que ça pouvait avoir sur les SDTM, la contrôle terminologie, etc. Donc, comme l'a dit Karen, donc évidemment, on a foncé sur l'occasion. C'était une expérience exceptionnelle, déjà de par l'équipe. Donc, il y avait Peter Van Russell, il y avait Erin Mulbarat, qui est responsable de la contrôle terminologie, et d'autres data stewards du groupe CDISC. Et évidemment donc des sponsors, etc. Donc au-delà de l'équipe qui était très proactive, très collaborative, vraiment qui était demandeur de commentaires, etc. L'expérience était très enrichissante parce que dès le départ, on a pu partager ce qui était disponible chez chaque sponsor. Donc nous, on a partagé nos pages de CRF, d'autres ont partagé CRF, protocole, etc. Et ça a vraiment défini la trame de la guideline. Et donc nous, personnellement, Sanofi, on a pu avoir des commentaires sur ce qu'on faisait. C'est vrai qu'on est habitué à notre propre réseau, on est tous un petit peu habitués à avoir nos commentaires, le même raisonnement, etc. Et là, d'avoir un point de vue extérieur sur nos mappings, sur les approches qu'on pouvait avoir, c'était assez intéressant de discuter avec d'autres experts. Donc, c'était une très bonne expérience. La revue de la guideline s'est faite sur le wiki ou Jira. Et puis c'était assez rapide, donc ils ont divisé la guideline que Karen a montré justement en batch, et en fait on avait à peu près 48 heures à chaque fois pour faire des commentaires sur chaque batch. Donc c'était assez intense, on avait des meetings toutes les semaines et il fallait clôturer chaque batch, en sachant qu'en interne c'était un gros challenge parce que nous aussi on avait des études Covid. Et on avait un petit temps d'avance du coup par rapport au CDISC. Et donc de savoir que le CDISC parfois pouvait aller dans des directions différentes des décisions qu'on pouvait avoir prises juste précédemment, c'était un peu frustrant. Donc on se disait qu'on ne pouvait pas tout refaire, mais que ce serait géré ultérieurement dans les SDTM. Donc il fallait pouvoir trouver des compromis, pas bloquer les études en cours en interne. Et oui, les revues intenses, ça s'est ajouté en plus de nos activités parce que nous avons eu non seulement des études spécifiques pour le Covid, mais les études en cours qui ont été impactées par la pandémie. Donc, gros challenge, mais globalement, très bonne expérience. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à participer à un working group. Je sais qu'ils font appel à des volontaires pour participer à des thérapeutiques ERA user guide. C'est très intéressant, on apprend énormément des autres. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner sur la page du wiki et contacter directement le CDISC. Donc, pour parler concrètement du sujet, donc, quand vous ouvrez la guideline, rapidement au début, vous avez ce... Hop là, je vais bouger ça. Vous avez ce tableau et donc, qui fait... Bon, je ne vois pas trop, c'est pas grave. Qui fait vraiment le lien entre la guideline FDA et les sections du user guide. Et donc moi, je vais vraiment me concentrer sur la section 3B qui a fait beaucoup de bruit chez Sanofi, donc pour la gestion des visites manquantes et des déviations.
Donc, petit rappel, donc la guideline FDA, c'est vraiment ce qui a donné l'impulsion à ce user guide, parce qu'il est mentionné que du coup, par rapport à l'impact de cette pandémie, on doit documenter les visites manquantes et flaguer en fait le lien qu'il peut y avoir à la pandémie. Comme l'a dit Karen, ce genre d'impact, c'est pas anodin, c'est très lourd dans les ICRF. Une migration, c'est pas anodin, c'est pas sans risque. On peut perdre des données, donc il a fallu agir rapidement, et donc la décision qui a été choisie, ça a été d'ajouter une forme complémentaire sur les études. Et donc ce que l'on avait à disposition dans notre librairie standard, c'est une page de comment form qui a été déviée de son utilisation habituelle pour pouvoir collecter un commentaire lié au Covid. Donc on a ajouté une code list sponsor qui a le terme COVID-19 dans chaque label, avec la visite associée. Donc ça a été vraiment dans l'urgence. Le premier besoin, ça a été de pouvoir collecter la donnée. On ne s'est pas concentré sur le mapping à SDTM, on a essayé de faire en plusieurs temps pour répondre aux besoins. Donc là, ça a été au niveau de la collecte. Puis est arrivée la question du mapping. Et donc là, le CDISC avait déjà initié des investigations sur le domaine à utiliser. En interne aussi, on se posait pas mal de questions avec le groupe SDTM. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les domaines existants, on tombe assez rapidement sur des limites. Le domaine, par exemple, qui était assez intuitif, c'est le domaine SV, Subject Visit, qui pouvait répondre aux besoins, mais quand on regarde le modèle, ce n'était pas forcément le domaine approprié. Et donc, très rapidement, on s'est tous mis d'accord qu'un custom domain, c'était la meilleure solution, que plutôt que d'essayer de faire des arrangements de domaines existants, etc., qui pouvaient prêter à confusion pour les reviewers parce que chaque sponsor aurait fait différemment. On est parti sur un custom domain, donc, qui est de la classe Events. Donc, on l'a commencé du début. Alors malheureusement, le CDISC n'a pas fourni le metadata pour pouvoir designer le domaine, mais sur le website du CDISC, en fait, il y a un fichier Excel qui regroupe les métadatas de la version 3.2. Et vous avez aussi les classes génériques. Donc, pour vous aider, vous pouvez prendre la classe générique Events et en fait customiser en prenant les variables expected et required. Voilà, vous pouvez partir de là en fait pour pas commencer de zéro. Pour information, donc ce domaine, il a été très bien accueilli par la task force. On était tous assez positifs sur ce domaine-là. La FDA n'a pas été catégorique sur l'utilisation. Ils ont quand même rappelé que l'idée première, c'était d'être transparent sur la collecte des données. Des patients qui disparaîtraient des analyses, ça devait être vraiment facile pour eux de le comprendre, que le flag serait vraiment très utile dans les domaines pour faire le lien avec le Covid, et que peu importe l'approche qui serait choisie par le sponsor, il était préférable d'en discuter avec la division au moment de la soumission, mais qu'ils étaient tout à fait compréhensifs sur l'approche qui serait choisie. Ils sont tout à fait au courant de l'énorme impact qu'a cette pandémie sur les essais cliniques, et donc ils sont assez conciliants là-dessus et plutôt supportifs. Donc, juste pour le cas Sanofi, donc cette page de commentaires, donc chez Sanofi, nous avons deux entités, pharma et
Pasteur, vaccin. Et au niveau du design, nous n'avons pas exactement la même chose. Donc sur pharma, on a dû aller vite. On est parti sur une forme à la base de commentaires. Mais pour les études de vaccins, on a eu un peu plus de temps et donc on a pu avoir un design qui ressemble un peu plus à ce qui est préconisé par le CDISC et donc avoir les bonnes variables et un mapping un peu plus intuitif. Donc c'est ce que l'on retrouve ici. Un autre impact aussi a été au niveau de la déviation, de la gestion de la déviation. Donc, nous avons dû mettre à jour notre liste de catégories, donc, que l'on appelle code list, pour ajouter la notion de exceptional situation dans le domaine DV et rajouter une variable supplémentaire, donc en subqual, pour faire le lien avec la pandémique situation, donc pandemic related indicator. Donc ça, c'est vraiment pour les études en cours. En parallèle, donc on a eu aussi des études spécifiques au Covid avec des formes spécifiques. Je ne vais pas aller dans le détail de chaque forme. J'en ai retenu 4. Je voulais juste revenir un petit peu sur la notion de viral load qui a été beaucoup discutée en fait dans la task force. Parce que si vous avez l'habitude de balayer un petit peu les différents therapeutic user guides, vous voyez que le mapping de ces données peuvent être soit dans LB, soit dans MB. Donc la tendance aujourd'hui est quand même assez stabilisée. C'est le domaine microbiological findings qui est choisi pour le mapping des viral loads. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a eu un peu de confusion et le choix du domaine peut être un petit peu discutable. Et c'est vrai que honnêtement, ça reste un domaine finding et je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de discussions sur le choix du domaine parce que, ben voilà, en tant que SDTM expert, on se dit, bon, ben, on a un test, on a un résultat, MB, LB, pourquoi pas, c'est pas non plus, il n'y a pas de grosse différence. Et puis en fait, ça a pris presque la moitié du working group pour définir, pour stabiliser le domaine, pour se mettre d'accord sur le mapping, etc. Il y a eu un développement de terminologie donc, que vous pourrez voir sur le dernier package, le 41A qui est sorti. Et donc, le domaine choisi est le domaine MB. Une autre parenthèse aussi concernant ce domaine, il a été retenu aussi parce que depuis le début de l'année, le domaine LB, il y a un prérequis en cas de soumission, c'est de fournir les codes LOINC et en fait, en passant par le domaine MB, on gagne un petit peu de délai en soumettant ces paramètres dans ce domaine-là parce que le domaine MB n'est pas encore un prérequis pour les codes LOINC pour l'instant. Aujourd'hui, on parle que du domaine LB. Et donc après, maintenant, c'est les next steps. Donc là, pour l'instant, on a commencé il y a pas longtemps hein, les études Covid. Donc je n'irai pas plus dans le détail sur ce qui a été fait, les retours de la programmation, les retours des stats, etc. On a vraiment besoin de prendre un peu de recul sur ce qui a été fait et voir s'il y a vraiment, on peut escalader ces formes dans notre librairie standard, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et puis, nous, à la SIG, le groupe dans notre équipe, ce qu'on aime bien faire quand on a des gros délivrables comme ça, c'est de faire des lessons learned. Donc, on a un petit peu commencé dans notre équipe à voir ce qui peut être amélioré, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné au contraire. Et puis, on s'est tous mis d'accord qu'il y a un vrai besoin de gouvernance pour supporter les études. Le fait de réduire les timelines, ça pressurise les études, ça ne fait que déplacer les milestones en fait, ce qui n'est pas fait au moment du setup, ça sera décalé sur les activités ultérieures, donc c'est pas forcément un gain de temps, on pense que c'est un gain de temps mais je pense que c'est un leurre. Donc il y a certains points à prendre en compte quand même quand on travaille dans l'urgence. Il y a aussi le fait de
continuer à faire de la veille CDISC parce que le package notamment de contrôle terminologie qui est sorti, il a été assez discret, je pense. Il n'y a pas eu, comme d'habitude, des emails, etc., pour annoncer la sortie de ce package. Et donc, si on ne faisait pas partie de cette task force ou qu'on allait voir régulièrement sur le site du wiki, je pense qu'on pouvait passer à côté. Donc, c'est important de temps en temps de se mettre des petits rappels et d'aller consulter le fichier, le calendrier en fait du CDISC. Et puis après, voilà, c'est en cours. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre de cette expérience qui est assez exceptionnelle, la manière dont on gère les études. Et puis voilà, je pense que c'est bon pour moi. Je ne sais pas si j'ai dépassé les délais. Juste comme Oui. il faut. Ah, tu vois. C'est parfait. Super, merci. Merci Asia, c'est une très très belle présentation. J'ai pas des questions du public, mais moi j'ai quelques questions parce que moi aussi j'attendais beaucoup ce guide. On a eu beaucoup, surtout l'impact sur les études en cours. Donc il est très bien fait. Si on peut revenir sur ta slide numéro 55 où Tani. Oui. Oui, vous avez mis, on a fait un truc similaire, c'est qu'on a défini des mots-clés à utiliser pour des raisons que la visite n'a pas fait ou n'a pas été faite au lead assessment. Par contre, je vois pas, vous n'avez pas mis plus de détails parce que dans le guide FDA, pour eux, c'est pas suffisant de dire que ça a été délai ou ça n'a pas été fait à cause de Covid. Ils voulaient avoir plus de détails, genre à cause de lockdown ou le CG avait peur, le site a fermé, etc. Donc, ce détail-là, vous le mettez où? Je pense que c'est au niveau de la page des assessments. Alors, je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est plus, je pense, la data collection qui devrait répondre à cette question, mais je dirais que c'est au niveau de la page d'assessment que c'est collecté. Si un ECG n'a pas été fait, ça sera écrit sur, par exemple, la variable reason not done. Ce sera à ce niveau-là, je pense que ce sera collecté. Là, c'est vraiment au niveau visite. D'accord. Donc, vous n'avez pas mis, vous n'avez pas donné des recommandations au site. C'est ce qu'on a fait. On a donné des recommandations de site avec la plupart des cas clés possibles, en expliquant qu'ils pouvaient aussi rajouter d'autres cas, comme c'était à cause de guidelines de FDA, qu'ils voulaient avoir le détail et pas uniquement Covid. Après, nous, pardon. Non, j'imagine qu'on a aussi fait des recommandations. Après, là, honnêtement, je ne vais pas m'avancer. On pourra revenir vers toi, mais je sais que sur certains assessments, oui, c'est dans la page. En fait, on a voulu coller le plus possible aux assessments, effectivement. Donc, quand on a déjà, par exemple, sur les critères, le critère principal de l'étude, si c'est manquant, en général, on a une call list associée sur les raisons de missing data. Et là, dans Other, on met effectivement le mot-clé COVID-19 avec l'explication. Et en plus, on a mis un champ texte. Alors, on n'aime pas ça d'habitude, mais on a mis un champ texte à part dans cette page de command form où l'investigateur pouvait préciser tout ce qu'il voulait par rapport à la situation exceptionnelle du COVID-19. Mais bon, on sait que c'est un peu fourre-tout, mais au cas où on ait besoin de documenter, au moins on a l'information. Ok, super. Alors, moi, j'ai une autre question, puisqu'on a eu la discussion en interne récemment par rapport au flag sur la page Adverse Event. Donc, la recommandation de Task Force était de rajouter un flag. Nous, notre première understanding de ce flag, c'était par rapport à les personnes qui sont atteintes de Covid et les adverses liées à ça, genre un fever, infection respiratoire, etc. Et on a eu la question par notre équipe médicale en disant on ne devrait pas aussi rajouter les effets qui ne sont pas liés au virus, par exemple une dépression à cause de lockdown, d'autres événements, mais c'est pas directement le virus, mais c'est à cause de la pandémie. Donc, je voulais savoir, quand vous avez créé ce flag, c'était
précisément pour les symptômes liés à l'infection du virus, ou est-ce qu'on peut rajouter lié plus généralement à la pandémie? Je pense que c'est le flag, il est lié à l'impact, à la situation. Ils sont pas allés dans le détail comme ça, mais je pense que ça peut être le même flag. Non, pour l'instant, on est resté sur que les symptômes, effectivement. C'est voilà, l'impact parce que le patient a le Covid-19 ou manque d'un examen à cause de la pandémie. Mais on n'est pas allé, je dirais, dans le deuxième effet rebond de la dépression à cause du confinement, à cause du Covid-19, par exemple. On n'est pas allé jusque-là. Ok. Ma dernière question, ça ne faisait pas partie de ta présentation. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à là. Ce qui est le FDA demande aussi d'avoir un listing spécifique par rapport au sujet qui était impacté dans l'étude et quel est l'impact. Je voulais savoir si vous avez déjà commencé à réfléchir à ça, ou quel genre d'informations vous pensez à y mettre, ou est-ce que la task force allait proposer un template ou quelque chose dans ce genre? Non, on n'avait pas abordé ce sujet-là. On est vraiment resté sur la liste des assessments que Karen a montré au départ. C'est vraiment, on s'est mis d'accord sur le contenu. Et c'est vrai que c'était très focus SDTM et pas sur la collecte en fait on a essayé de répondre à la demande de la FDA, donc de donner des billes pour gérer la page de commentaires, comment documenter tout ce qui était lié à la pandémie, mais ça reste très SDTM cette guideline. C'était pas, il n'y a pas d'exemple de CRF dans la guideline. On a vraiment fait du mapping. C'était vraiment une revue très, très rapide. Donc peut-être que dans un deuxième temps, s'il y a la demande, peut-être que le CDISC va sortir quelque chose. Mais là, non, c'était pas l'objectif. D'accord. Ok, merci beaucoup. Pardon. Non, je vois que Joseph a mis Oui, une note. j'allais te dire. Vas-y, vois ça, je t'en prie. Oui, donc Joseph a commenté par rapport à un point que tu as abordé. Je suis en train de développer un mapping entre un nouvel Ewing code pour le test SARS-CoV-2 Corona. Hein? Elle est où la question? Elle est dans non, mais elle est que pour les Dans le panélistes. chat. Ouais, elle est dans le chat en disant que voilà, Joseph nous informe qu'il développe un mapping sur les Ewing codes pour les tests liés au coronavirus et le domaine MB et qu'un RESTful Web Service est déjà disponible pour tester. D'accord. Et est-ce qu'on peut mettre cette information-là du coup en note du coup Oui, je pense qu'on va pouvoir la mettre en note, sachant que si je ne me trompe pas, j'ai déjà vu effectivement cette information sur LinkedIn. Je crois que Joseph l'a déjà partagé sur LinkedIn. Mais on va pouvoir, on peut le mettre aussi en note dans nos slides. Oui, parce que du coup, Wafa, tes questions, je creuserai en interne pour avoir plus d'éléments et compléter mes réponses. Et on les postera du coup sur le... On les mettra dans oui. une slide post-meeting, ouais. Okay. D'accord, ok. Très bien. Il nous reste 9 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des partages d'expériences que vous pourriez mettre dans le Q&A? Est-ce que vous voulez avoir plus d'informations? Pas pour l'instant. Moi, je voulais apporter un tout petit commentaire en fait par rapport à ta présentation, Karen. Tu as illustré à un moment les problèmes que vous aviez rencontrés au tout début dans le groupe pour établir les guidelines sur ce Covid. Et tu nous as expliqué donc que vous aviez en fait décidé de présenter plusieurs scénarios. Et par rapport à la question que tu avais tout à l'heure sur la complexité des biomedical concepts, cette notion justement de scénario multiple est aussi un facteur limitant pour la création des biomedical concepts en fait.
Oui, parce d'accord. qu'on rencontre assez vite des scénarios qui sont pas du tout les mêmes les uns des autres et qu'on n'arrive pas à décrire, quoi. Donc voilà, Ouais, tout à fait. Oui, petit oui, oui. complément. Effectivement, je comprends très bien. Ok. Écoutez, il nous reste 8 minutes. Je voulais juste vous signaler, donc déjà, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à nos orateurs. Merci à Sia, Pierre-Yves, Nicolas. Et aux personnes qui ont regardé les questions. Merci à tous. Je voulais vous dire que, comme habituellement, le GUF organise 2 événements par an. Donc, voilà, celui du mois de mai de ce jour a donc été remplacé par ce webinaire. Nous pensons que l'événement qui devait avoir lieu à la fin de l'année, il sera également difficile de le faire physiquement. Donc, pour l'instant, nous sommes partis sur le scénario qui nous semble le plus probable, de faire un autre webinaire en septembre ou octobre. Et pour ce webinaire, nous allons vous solliciter. Nous aimerions que ce soit des présentations donc comme nous faisons d'habitude aux événements physiques GUF. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des sujets, des abstracts, si vous êtes intéressés, à Simon Lebeau et moi-même. Donc, c'est assez facile à trouver sur le site LinkedIn. Donc, mon adresse est karen.fanoyer@sanofi.com. On vous enverra de toute façon des informations. Et Simon, par lequel vous avez déjà reçu le mail. Et donc, toute idée de sujet serait intéressante à partager. Si vous avez aussi des attentes, on verra en fonction des sujets qu'on reçoit. Mais on peut aussi demander autour de nous par notre réseau si certaines personnes pourraient présenter des sujets en fonction des attentes de ce réseau d'utilisateurs francophones. Donc, n'hésitez pas. Voilà ce que je voulais vous préciser. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques que vous voulez faire via le chat ou le Q&A. Sinon, je pense que nous pouvons clôturer 5 minutes avant la fin pour vous permettre de faire une pause, de faire goûter vos enfants à la maison ou autre. Ok. D'autres commentaires des membres du GUF connectés? C'est bon pour vous? Oui, Rien à c'est bon. ajouter. Oui. Merci à tout le monde. Super. Merci à tous, oui. Eh bien, merci encore. Donc, j'arrête Merci, au revoir. l'enregistrement. Voilà, c'est fait.